ce qu'est une preuve et si elle peut être absolue ou pas. Oui, voilà, on était parti sur le... Est-ce qu'on peut considérer qu'une preuve est absolue et on avait débordé sur le fait de savoir que les raptors avaient des plumes, par exemple, tu vois. Ouais, c'est ça, bah, c'était parti de là, puis il y a eu tout un débat qui s'est déclenché après. Ouais, voilà, c'était ça. Bah, du coup, je vais déjà me connecter à jurassicpark.fr pour remettre un peu le contexte, peut-être. Bah vas-y, si tu veux, y a pas de souci. Et puis si t'as besoin de revoir où on en était, et puis revoir Ouais. tes propos si t'as peut-être oublié ce que t'as dit, je ne sais pas. Oh, bah, de toute façon, je pense qu'on va lancer le débat, puis ça va être parti, hein. Ouais, ouais, bah j'ai refait un petit appel dans le salon de conférence. On verra si des gens sont dispo pour venir au fur et à mesure. Et puis voilà, ils prendront la chose en cours de route si jamais ils viennent. Ouais, ok. Et Attends, je regarde. Ah, voilà, je suis sur le salon. Alors, ça avait commencé. T'expliquer qu'on va pas que j'aurais fait qu'on n'aurait jamais. Ah oui, alors attends. Donc, juste avant le grand message que j'avais fait là, t'avais dit du coup. Mais je vois toujours pas pourquoi me parler de pas de preuve dans l'absolu quand il s'agit de parler de plumes chez les dinosaures alors qu'on en a la preuve absolue sur les fossiles. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis dit, je me demande si on a. Enfin, si on entend la même chose quand on parle de preuve absolue. oui, Parce que. justement, Ouais, j'avais l'impression qu'on n'avait pas la même définition de l'absolu, en tout cas ouais. concernant ça, concernant ces preuves, les preuves paléontologiques, on va dire. Et du coup, j'aimerais Oui. bien comprendre quelle est justement cette définition que tu as et que tu peux donner sur l'absolu. Et là, du coup, vu que tu peux parler, le fait de parler pendant 15 minutes Ouais, c'est plus fluide. plutôt que d'écrire sur Ouais. 30 paragraphes, je trouve ça mieux. Oui. C'est sûr que ça fait mal. C'est un peu plus compliqué par écrit. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique d'en parler comme ça. Mais du coup, en fait, moi, je parle pas de la paléontologie en particulier, mais de toutes les sciences, tu vois. Parce que j'ai pris la question un peu d'une manière philosophique, et donc en englobant un peu tous les domaines. Mais donc, dans l'absolu, ça veut dire... Enfin, ça veut dire en gros que ça dépend de rien, c'est séparé de tout, si tu veux. Une preuve absolue, si tu dis que quelque chose est une preuve absolue, ça signifie en gros que cette preuve, elle est autosuffisante et qu'en quelque sorte, elle est parfaite et complètement infalsifiable. Tu vois? Oui, ça je vois, ouais. Et, et donc, justement, j'en étais, pour résumer très très vite le message que je t'avais dit, euh, j'en étais venu à dire que justement la falsifiabilité, enfin le caractère scientifique d'une preuve, c'est justement le fait qu'elle soit falsifiable. Et donc qu'on puisse dire qu'elle est fausse, puisque la science avance par réfutation d'hypothèses. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pour ça. Mais en général, on parle plutôt de réfutabilité plutôt que d'apporter Ouais, le sauf mot que justement, falsification, tu vois. Parce que falsification, ça a une connotation quelque beaucoup plus chose qui... négative. Ouais, mais quelque chose, tu vois, qui serait pas falsifiable ne serait pas scientifique. Comme le discours de foi, par exemple. Si tu peux pas prouver que un discours de foi, et donc tu peux pas non plus dire qu'il est faux, donc ce n'est pas un discours scientifique, tu vois. Alors que le caractère scientifique, justement, d'une preuve, c'est sa falsifiabilité. Tu vois le truc? Oui, bien sûr. Bien sûr, non, mais ça, de Et toute donc façon, c'est là-dessus que je disais que à partir du moment où la preuve, justement, elle est falsifiable, elle ne peut pas être absolue. C'est là-dessus que je disais qu'une preuve absolue ne peut donc pas être scientifique. oui, toi, tu partais du principe de tous les discours, on va dire religieux, sans vouloir blesser qui que ce soit, ou en fait, tu pars du Ah non, principe que l'écrit sur un texte est considéré comme étant la vérité, donc du coup, c'est absolument pas
réfutable parce qu'il y a même pas de charge de preuve à avoir, quoi. Oui, en tout cas du point de vue de la science. On peut le réfuter avec des preuves métaphysiques ou théologiques, mais ça c'est autre chose. Euh, Tu peux pas donner une preuve scientifique comme tu peux pas l'expérimenter, tu vois. Parce Oui, que maintenant les sciences, ce qu'on considère comme une science aujourd'hui, c'est uniquement les sciences expérimentales. Ça, je crois que je te l'avais dit, non? Mais enfin, à un moment dans le message, je crois. Depuis le XVIIe siècle, parce qu'il y a eu à ce moment-là une énorme confiance en la science, des grosses révolutions et tout. Je crois qu'il y avait Louis Pasteur et tout, mais enfin bref. Et donc, c'était une époque où on pensait que la science allait résoudre absolument tous les Pa- problèmes. Pasteur, c'est quand même bien après le Et 17e. de quoi? Je dis Pasteur, c'est quand même bien après le 17e. Oui, oui, mais bon, C'est le il y a 19e, hein, eu aussi Pasteur. des grandes révolutions à ce moment-là. Ouais, non, mais t'inquiète. Bon, l'histoire, c'est pas non plus mon point fort, hein. Non, mais y a pas de souci, mais de toute façon, c'est vrai qu'il y a eu une période de l'histoire, en tout cas d'histoire européenne, où il y a eu une large scission entre, on va dire, entre la théologie et la science la philosophie, au sens strict, hein, je parle pas de la philosophie des sciences, mais de la philosophie au sens strict qui était très très liée aux sciences depuis l'Antiquité. C'est d'ailleurs la philosophie qui a fait émerger pas mal de considérations scientifiques, mais il y a eu une grande scission après, plusieurs siècles après, quoi. Ouais, et d'ailleurs, ça peut être légèrement discutable parce qu'à la base, la science, ça désigne uniquement le savoir, quelle que soit la manière dont on l'aborde. Mais après, oui, donc il y a des raisons. Mais les mathématiques, par contre, c'est assez particulier parce que du coup, c'est pas une science expérimentale, parce que c'est uniquement par des preuves qu'on va, enfin, qu'on va prouver en fait un raisonnement. On n'a pas besoin de l'expérimenter. Euh, mais pourtant, c'est encore considéré comme une science aujourd'hui. Mais c'est assez particulier. Mais en tout cas, justement, dire qu'en science, une preuve est absolue, ça supposait une mathématisation du réel, si tu vois ce que je veux dire. En gros, le réel est compris comme quelque chose de mathématique. Tu vois un arbre, tu vois un autre arbre, ça fait deux arbres, enfin, tu vois. Sauf que le problème qui se pose, enfin la contradiction un petit peu qu'il y a là-dedans, c'est que le réel n'est pas mathématique, même si on peut se servir des mathématiques pour comprendre le réel. Et du coup, le principal problème qu'il y a là-dedans, c'est aussi le fait qu'il y ait une temporalité. La temporalité n'est pas dans les mathématiques, parce que, si tu veux, en mathématiques, on a tout ce qui est nécessaire. Mais tu vois, certaines pensées cartésiennes et post-cartésiennes, du coup, disent que ce qu'on ne connaît pas, l'imprévu, la contingence, etc., c'est seulement du nécessaire, mais non connu, qu'on ne connaît pas encore. Or, le réel est toujours en mouvement. Tu vois, il n'y a pas une réalité spéciale. Là-dessus, là, ce que j'affirme, c'est un petit peu bergsonien. Je sais pas si tu connais Bergson. De nom, juste. Il a réfléchi sur plein de trucs, hein, je connais pas tout, mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'est ce qu'il disait par rapport au temps et tout. Je trouve, enfin, tu sais, il s'appuyait un peu sur Saint-Augustin au début, qui est un philosophe aussi. Et puis, du coup, ce qui est rigolo avec le temps, c'est que tout le monde sait ce que c'est le temps, on l'expérimente tous les jours, tu vois. Mais quand il s'agit de l'expliquer, ça devient un peu plus compliqué parce que dès qu'on explique quelque chose à propos du temps, il faut forcément qu'on parte du principe qu'on connaisse déjà le temps avant. Par exemple, je te dis, tu vois, là, le temps, c'est quand tu vois cette horloge et que bah, après, tu la vois dans une position différente. Sauf que quand tu dis ça, il faut déjà connaître ce qu'est le temps pour comprendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas si je m'exprime Ouais, bien ouais, aussi. ouais, mais le souci avec le temps, par exemple, c'est que c'est une notion euh, assez particulière, il me semble, quoi. Enfin, je veux dire, le temps Très particulière, ouais. ça n'a pas qu'une seule définition. Ça n'a. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est que c'est à la fois quelque chose qui est complètement qui est objectif, puisque le temps est le même pour tout le monde, et en même temps, il y a une subjectivité dans la compréhension du temps. Par exemple,
imaginons dans ce vocal, quelqu'un qui s'ennuie, il va le trouver très long, tandis que quelqu'un d'autre si quelqu'un est passionné par ça, il va le trouver plus court. Et donc c'est ça, c'est encore un paramètre dans la définition du temps qui fait qu'on est, que c'est compliqué de mettre des mots dessus. Et donc je sais que Saint-Augustin va essayer de tenter de le définir en disant que c'est la séparation entre le passé, le présent et le futur. Le seul problème, c'est que du coup le passé n'existe pas. En fait, il n'existe plus. Il n'y a plus que les traces du passé, mais il n'est plus dans notre réalité. Et le futur n'existe pas encore. Ce n'est seulement que des projections de notre imagination. Mais du coup, il reste plus que le présent. Et le présent, à l'instant même où il est vécu, il fait partie du passé. Ce qui signifierait que le présent n'existerait pas. Donc ça veut dire que ça voudrait dire, si on suit cette logique, que le temps n'existerait pas. Sauf que c'est un peu compliqué ça. On peut pas dire ça. Enfin voilà, en philosophie, du coup, Bergson a essayé de trouver une solution à ça. Et la solution qu'il avait trouvée, c'est de faire la différence entre le temps et la durée. Et du coup, pour lui, le temps, c'est la manière dont on le mesure, avec, tu sais, les heures, les secondes, les années, les jours. Et donc, en fait, on a une manière de découper le temps. En fait, on le fractionne, tu vois. Par exemple, tu vois bien quand il y a des secondes, il y a l'aiguille qui s'arrête, puis qui ensuite instantanément passe à l'autre seconde. Et du coup, c'est une représentation erronée qu'on a du temps parce que le temps est continu, si tu veux. Et par contre, Bergson dit que du coup, si on a autant de complications à définir le temps, c'est parce qu'on a une vision erronée du temps en le découpant. Mais d'un autre côté, c'est nécessaire et c'est humain de découper les choses comme ça. Et je crois qu'on avait parlé un moment du langage même, qui était même une manière de découper les choses. Par exemple, si je te dis une chaise, t'imagines une chaise, mais tu t'imagines pas toutes les chaises qui existent au monde. Tu as une idée de chaise, et cette chaise-là, elle n'existe pas forcément. Donc tu découpes les choses en catégories, et ce qui fait que ça pose un peu un problème pour pouvoir le définir. Et puis il dit qu'il y a un deuxième problème là-dedans aussi, c'est que, en fait, même si dont on a parlé tout à l'heure, hein, même si le temps est uniforme pour tous, on voit quand même le temps d'une manière personnelle. Et donc, il voit plutôt le temps comme un passage, que c'est un phénomène par lequel on passe, si tu veux, pour passer d'une situation à une autre. Mais tu peux voir, même dans la représentation qu'on a du temps, hein, on se dit, bah, regarde là, ce livre, il est tout beau, tout propre, je le mets au grenier pendant des années, et puis plus tard, je le vois sale, déchiré, il sent une autre odeur, enfin voilà. Et justement, pour représenter le temps, on se représente les effets du temps, donc ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et on ne prend pas en compte justement le temps lui-même. Et c'est ça qui est un peu compliqué là-dedans. Et le temps, c'est un processus de changement. Et je sais plus pourquoi on avait dévié sur ça d'ailleurs. Mais du coup, est-ce que Bergson, parce que je sais pas, je connais pas l'étendue de ses travaux, mais est-ce que Bergson s'est intéressé justement au phénomène de temporalité à l'échelle de l'univers? Et est-ce qu'il a, comment dire, travaillé sur la question est-ce que le temps c'est quelque chose qui peut s'arrêter avec justement l'univers? Si l'univers venait à disparaître ou je ne sais quoi, est-ce que le temps serait toujours un phénomène présent ou est-ce que le temps s'arrêterait? Je veux dire si c'est... parce que oui, j'ai vu des trucs un petit peu scientifiques qui disaient que le temps ne se passe pas partout à la même vitesse ou des choses comme ça. Ouais, C'est ça? il y a des trucs du genre. Ouais, c'est pour ça que le temps comme on le conçoit nous en tant que terriens, c'est une définition qu'on a nous proprement du temps, mais c'est pas le temps à l'échelle de l'univers et ou en tout cas les Je temps vois ce que tu veux à dire. l'échelle de l'univers. Je suis pas sûr qu'il ait vu ça par rapport à, tu vois, la modification du temps dans l'espace, etc. Mais il se posait plutôt de la question de définir quand même ce que c'est le temps, et donc aussi de voir si le temps existait ou non.
puisque le temps se définit que par lui-même quand on essaye de le définir, ce qui est un peu compliqué. Et oula, j'ai fait tomber un truc. Parce que je marche en même temps, j'ai renversé des... Non, c'est pas grave. Donc, ouais, il disait aussi que le temps est lié à la conservation, parce que tu vois, il est lié à la mémoire, qui est une trace du passé et qui fait ton identité. Donc, en fait, il se demande plus ce que c'est la nature du temps, pas comment est le temps ailleurs ou je sais pas quoi. Mais du coup, il disait aussi qu'il y avait un paradoxe, je crois. Attends, je me souviens plus trop ça. C'était super intéressant en plus. Je crois qu'il y avait un paradoxe parce que le temps c'était à la fois lié à la conservation, voilà, à la mémoire, etc. Et en même temps, c'est lié à la transformation, comme on l'a vu avant, parce que le temps c'est la condition pour qu'une chose passe d'une forme à une autre. Et donc, en gros, pour lui, le temps, si jamais il existe bien, c'est un peu une puissance qui transforme, une puissance de transformation. C'est ce qui permet la métamorphose, tu vois. C'est ce qui permet que les choses changent. Et d'un autre côté, en même temps, le temps, c'est ce qu'on fait du temps. Mais encore, cette définition-là, on peut se dire que c'est encore le temps qui se définit par lui-même. Parce que quand on se dit... mais après, là, on part sur autre chose. Mais si on dit le temps, c'est ce qu'on en fait, bon, on met le temps dans la définition du temps. Wow. C'est du temporalception. Ouais, c'est ça. Et Ouais. attends, parce que du coup, parce que je vais parler vite fait à Dark aussi, qui est présent dans le vocal, s'il veut bien allumer son micro. Ouais. Dark, t'as mis une vidéo de Syllabus justement qui pose la question de le temps existe-t-il? Est-ce que tu l'as regardé cette vidéo? Oui. Et est-ce que J'ai pas vu. t'en as retenu un petit résumé? Tu peux nous résumer vite fait la vidéo ou pas? Franchement, non. La vidéo parle de... Ah bon. Mais tu saurais pas dire sur quoi elle conclut. Oh non, franchement. Ah, Je sais plus. c'est dommage parce que ça aurait été vachement intéressant. J'avais vu une vidéo ultra intéressante une fois sur la question de si on existe ou pas, qui se basait sur les atomes, etc. et sur le fait que c'était une suite d'images. C'est Mais pas, ça fait tellement longtemps que je m'en souviens c'est plus pas trop. Dirty Mais c'était Biology qui super avait fait un intéressant. truc comme ça? C'est pas Dirty Biology qui avait fait un truc comme ça? Je sais pas. Genre, enfin, C'était un je me bonhomme souviens, chauve, je crois. je me souviens Avec Bart. il avait fait une vidéo du style euh, est-ce qu'on est toujours nous-mêmes en fait? Enfin, tu vois, genre le fait que notre corps c'est une composition de cellules qui vivent, qui meurent, qui se font remplacer par d'autres. Donc du coup, au final, l'être qu'on était à la naissance, c'est plus l'être qu'on est maintenant, et celui qu'on est maintenant ne sera Ah ouais. plus non plus celui qu'on sera plus tard à l'orée de notre mort, ou enfin même avant de toute façon. Et du coup, il venait sur l'analogie avec le bateau de... Je sais plus c'est le bateau de qui. Enfin... Merde, je sais plus c'est de quel personnage, mais en tout cas c'est avec cette histoire de bateau en bois où pour le conserver, au final on commence par remplacer quelques pièces parce que justement le temps a des effets sur le bois qui fait que ben, malheureusement il a Ouais. tendance à pourrir et tout ça. Et donc du coup au fur et à mesure des années, voire des siècles, on finit par avoir un bateau dont toutes les pièces auront été remplacés. Donc est-ce que ce bateau est encore le bateau qui appartenait à cette personne dont je ne sais plus de qui on parle dans ce cas-là, ou est-ce que ce n'est absolument plus le bateau qu'on devrait considérer? Est-ce que c'est un autre bateau en fait? Ouais, je crois que ça va être Astronogeek qui a peut-être fait une vidéo sur ça aussi, ouais. Ouais. Et du coup, Mais après, justement, est-ce que là-dedans, on fait pas une erreur avec la géométrisation du temps qui est humaine, mais du coup qui est erronée à propos de la nature même du temps, tu vois? Est-ce qu'on n'imagine pas le temps un peu comme une flèche ou comme une grille dans laquelle il y a plusieurs étapes et dans laquelle chaque étape
serait soit simultané, soit... Enfin, tu vois. Ouais, mais c'est comme ça qu'on s'imagine le temps et c'est comme ça qu'on s'imagine pas mal de choses. Je veux dire, Ouais, j'ai l'impression que c'est un besoin qu'a le cerveau humain quelque part de se représenter les choses de façon, si ce n'est linéaire, en tout cas c'est ça, ordonnée et casée, sans quoi. ça, ce serait impossible de communiquer les uns avec les autres, de mettre un rendez-vous, tu vois. C'est, c'est Ouais, une bah, manière de pouvoir. Ouais, c'est d'abord comme ça qu'on a quelque part pensé l'évolution, hein, quand on parlait de transformation et ensuite d'évolution, c'était quelque chose qui était vu comme assez linéaire, c'est-à-dire que là, la marche du progrès, par exemple, l'image qu'on a tous eue quand on était à l'école primaire et tout ça avec le chimpanzé, et puis la suite d'hommes plus ou moins redressés qui arrivent jusqu'à Homo sapiens, c'était ouais, cette vision absolue de la linéarité de l'évolution qu'on avait au moins au 19e. ouais, ouais. Et, bon, on a su par la suite démontrer Mm. que l'évolution c'était pas du tout quelque chose de linéaire et qu'il fallait voir l'évolution de la vie sur Terre comme quelque chose d'absolument buissonnant et avec des ramifications de partout et enfin voilà. Et que non, Tiens, l'humanité ne descend pas euh, du chimpanzé, enfin voilà quoi, c'était pas vraiment ça, c'est pas comme ça qu'il fallait le concevoir et que toutes les branches humaines par la suite ne sont pas les ancêtres directs d'Homo sapiens et qu'il y a plein de cousins et que, enfin voilà quoi. Mais ben, ça illustre bien justement ce qu'on disait juste avant, du fait qu'on se représente le temps par ses effets, plutôt que parce que c'est en lui-même. ouais, c'est ça, et puis je sais pas, ce besoin de voir les choses sur une progression améliorative. C'est-à-dire que on voit nos cousins les singes, on les a vus comme nos ancêtres entre guillemets, de façon à les considérer genre en mode sous-évolué, quoi, comme si c'était une quelque chose de primaire, une base primaire sur laquelle la suite s'est basée, c'est-à-dire vers justement une évolution progressive, améliorative, vers des hommes debout, capables de se servir d'objets, d'acquérir une Après, certaine technologie. une Enfin, des failles aussi de cette théorie, c'est que on voit, c'est donc étonnant que l'évolution se fasse une fois et qu'elle continuerait pas de se faire, tu vois. En ce moment, qu'on verrait pas des sortes d'hybrides ou des choses comme ça. ben, le truc avec la vision qu'on avait de l'évolution, c'est que clairement on voyait l'homme comme étant au-dessus de tout, c'est-à-dire que c'était l'évolution absolue, enfin quelque part c'était ça. Alors je ne sais pas comment a été considéré, ont été considérées ces idées par le passé, qui exactement prenait plus ça, ou est-ce qu'il y avait vraiment déjà des gens pour réfuter ce ce genre d'idées. J'ai pas vraiment étudié la question. Après, je sais que ça a été quelque chose Ouais, non mais c'est super intéressant ce ça a truc-là. été quelque chose d'assez facilité et on a eu beaucoup cette image-là. Enfin, moi, je suis un enfant qui a été à l'école dans les années 90 et c'est vrai que quand on nous montrait l'évolution, c'était cette affiche-là vers la marche du progrès. Alors que, bah, J'ai encore vu la même chose, hein, ouais, bah, même à cette époque-là. on sait pertinemment que, ben, non, enfin, si on regarde les divergences au sein même des hominidés, donc tout ce qui est homo, pan, gorilla et compagnie, euh, on sait dire maintenant pertinemment que on n'est pas au-dessus, on n'est pas l'aboutissement d'une évolution. Homo sapiens continue à évoluer, ces petits gènes continuent à muter, et c'est pour ça qu'on a aussi des individus qui naissent dans notre espèce avec des particularités et tout. Enfin, je veux dire, c'est des tests, entre guillemets, hein, des tests de la nature, quoi, quelque part. Enfin, je veux dire, c'est pas des
preuve factuelle d'une future évolution, mais c'est la preuve de l'évolution qui est toujours qui est toujours en marche chez Homo sapiens. Et on ne saurait dire à quoi ressembleront nos descendants directs, en fait, dans quelques millions d'années. Et justement, en parlant de preuves, est-ce que tu vois un petit peu mieux ce que je voulais dire à propos du fait que la preuve en science ne peut pas être absolue? Oui, non, mais non, en vrai, je vois tout à fait ta vision et je suis pas du tout en désaccord avec elle. Hein. C'est que je pense qu'en fait, en partant d'un seul biais, c'est-à-dire que en partant juste de la présence de la plume chez certains dinosaures, on a divergé en fait sur nos idées. C'est-à-dire que moi, quand je parlais tu vois la plume l'empreinte de plume, c'est une preuve, mais en fait, si elle peut pas être absolue, c'est que une preuve scientifique relève toujours de l'interprétation subjective, même si, en effet, c'est une empreinte de plume, donc on est certain que c'est une plume, voilà. Mais en même temps, on voit qu'une trace. On n'a pas vu la plume sur le dos du. Oui, on n'est pas sur l'absolu de la présence réelle de la plume. Oui, non, mais tout à fait. Ça. On pourrait même imaginer, je sais pas moi, mais que ces vélociraptors-là, c'était pas des plumes, mais une feuille avec la forme d'une plume, je n'en sais rien. Que c'était des buissons sur pattes, je dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire par là? Oui, je vois. Après, bon, on a quand même pas mal de travaux qui nous permettent de savoir que concrètement, ce qui était attaché au corps de certains de ces animaux, c'était effectivement des plumes. Je dis pas que les vélociraptors avaient pas de plumes, hein, je sais très bien qu'ils en avaient. Mais en fait, c'était juste pour t'expliquer la remarque que j'avais fait sur le côté. Et donc, que c'était justement ce terme d'absolu qui était important dans ce que j'avais dit. Pas le fait qu'ils avaient pas de plumes. Et sinon, après, j'avais légèrement abordé la question de, du coup, si ça n'existe pas en science, est-ce qu'une preuve peut être absolue ailleurs? Je sais pas si tu avais rapidement vu ça ou pas. Non, ça, j'ai pas regardé, je pense. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. J'avais posé la question, du coup, si il peut pas y avoir de preuve absolue en science, alors est-ce qu'on peut en chercher dans des domaines comme les mathématiques, justement, ou alors des choses comme la métaphysique, ou la théologie, ou même la philosophie? Donc je sais pas si tu voulais aborde le sujet là-dessus. La théologie, je suis pas assez. C'est en rapport avec la religion. Non, mais ça je sais, mais je suis pas assez expert pour pouvoir. Je pense que si j'en parlerai assez maladroitement, mais de ce que j'en connais et de très loin. Je sais pas, là oui, quelque part on pourrait peut-être parler d'une forme de vérité absolue, c'est-à-dire qu'il y a pas de considération de charge de preuve, c'est-à-dire qu'on nous fait apprendre quelque chose et cette chose qu'on apprend et qui a été écrite il y a plusieurs siècles par on ne sait qui a été prônée et qui s'est divulguée en masse par la suite. Tu parles de la religion? Ouais, là je parle concrètement de la religion. C'est quelque chose où on ne parle jamais de réfutabilité pour le coup. C'est quelque chose. Eh bien, justement, en fait, c'est là où je pense qu'il n'y a pas de preuve absolue en religion, parce que justement, c'est pas quelque chose de scientifique, donc il n'y a pas de, c'est infalsifiable. On peut pas prouver que c'est faux, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais à partir du moment où on peut pas prouver que c'est faux, on peut pas prouver que c'est vrai non plus. Donc il y a une sorte de caractère absolu dans la foi, la religion, parce que la foi, c'est synonyme de confiance. Mais donc, à partir du moment où il n'y a pas de preuve, il ne peut pas y avoir de preuve absolue. Et d'ailleurs, je pense que l'idée de preuve absolue, c'est assez contradictoire en soi, justement. Parce que, en fait, l'absolu, c'est un peu la vérité totale, si tu veux. C'est la chose séparée de tout. On pourrait dire un peu la vérité, si tu veux. Donc pour moi, la preuve, en fait,
elle cherche l'absolu. La preuve cherche à montrer au plus que possible la vérité, mais sans jamais réellement l'atteindre, tu vois. Oui, bah la science, c'est pas Cependant, la science, c'est pas la recherche de la si vérité en l'absolu soi. n'existait pas, la preuve perdrait aussi tout sens, puisqu'elle n'aurait plus aucun but. S'il n'y a plus d'idée d'absolu et donc de vérité, la preuve ne peut plus prouver quoi que ce soit. Donc c'est là-dessus, je crois que j'avais même conclu, non? Peut-être. Ouais, j'avais mis, attends, parce que je me suis mis là sur poudlard.fr que je regarde vers la fin de mon message. Attends. Ouais, j'avais mis, pour ma part, je conclurai en disant que la preuve tend vers l'absolu. Ainsi, nous parlerions de l'absolu comme visée plutôt que comme réalité possédée. Donc voilà, c'est... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... En religion, en tout cas, l'absolu, c'est l'absolue vérité. C'est les écrits. Les écrits sont la seule charge de la vérité, et c'est la vérité pour en tout cas ceux qui ont la foi, ceux qui y croient et ceux qui la prônent. En science, il n'y a pas de réel... En tout cas, on va dire, pour les sciences que moi je connais et que je côtoie, il n'y a pas de recherche de l'absolu et de la vérité vraie, parce qu'on sait pertinemment que la vérité vraie, le vrai réel, on va dire, c'est pas quelque chose qu'on pourra décemment atteindre et connaître en tout point un jour, quoi. C'est absolument impossible. Pourtant, et on cherche aussi à être au plus proche de oui, voilà, on cherche juste à s'en rapprocher. Parce qu'on ne peut jamais connaître la vérité parfaite, qu'une preuve ne peut pas être absolue en science expérimentale. Oui. Mais... Ah non, mais à la base, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est le contraire de ce qu'on appelle aussi, quelque part, les pseudosciences, qui sont, eux, directement, comme ils se disent, chercheurs de vérité. Et tu peux pas être, genre, chercheur de vérité, quoi. Enfin, dire, le jour où tu me... Après la philosophie, je crois pas que c'est considéré comme une pseudo-science, mais c'est... la philosophie est une science humaine. C'est une science aujourd'hui, parce que c'est pas une science expérimentale. Non, mais c'est une science humaine. C'est une science humaine au même titre que l'histoire ou la linguistique ou des trucs comme ça. C'est des sciences humaines. La métaphysique alors. Mais après ça, la métaphysique et tout ça, j'y connais vraiment que dalle. Alors, donc du coup, je pourrais même pas me prononcer là-dessus et savoir vraiment de ce qui leur tournerait. Là. Vraiment. En gros, la métaphysique, c'est quand on se pose. Ben non, en fait, un scientifique, on peut dire qu'il est écarté complètement de la métaphysique, parce qu'un scientifique ne prouve les choses que de manière factuelle. Mais en même temps, il y a toujours un fond métaphysique dans tout. En fait, la métaphysique, c'est souvent les questions de ce qui est, des questions ontologiques. Par exemple, pourquoi le mal? Enfin, tu vois, un docteur, il va soigner d'une maladie d'une manière, tu vois, comment dire, mathématique presque, j'ai envie de dire, mais ils ne peuvent... Je perds mes mots. Le docteur, en gros, il va soigner la maladie, mais ça ne montrera pas pourquoi la maladie existe, pourquoi est-ce qu'elle est là. Et donc la métaphysique cherche à expliquer les choses, mais de pourquoi elles sont là. Le plus connu, je pense que tu as déjà entendu parler de Descartes, oui. Avec son je pense donc je suis. Oui, oui. C'est un des trucs les plus connus, tu sais. En fait, Descartes, il s'était mis à douter un peu de tout, en disant, il se disait, mes sens me trompent, tu sais, les illusions d'optique, les hallucinations auditives, etc. Donc Descartes s'est dit, je vais plus faire confiance à mes sens. Dans ce cas-là, à quoi je peux faire confiance? Il s'est dit, je peux pas non plus faire confiance à la tradition, à ce qu'on m'a appris, parce que ça, c'est pas sûr, parfois ça se contredit. Mais ensuite, il s'est dit, je peux faire confiance aux mathématiques, ça c'est certain. Sauf qu'il a émis l'hypothèse de l'existence d'un malin génie. Ça, c'est quelque chose qu'il a imaginé, tu vois, une sorte d'esprit un peu diabolique ou un truc comme ça, qui détraquerait sa vision des choses. Et donc, il serait persuadé que 2 et 2 font 4, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Enfin voilà, il a émis l'hypothèse en disant, je peux douter de ça aussi, du coup. Et il s'est dit, mais donc la seule chose dont je ne peux pas douter, c'est du fait que je doute, justement. Et s'il doute, ça veut dire qu'il pense.
Et c'est là qu'il avait dit son je pense donc je suis, qui est ultra connu. Et puis ensuite, il s'est demandé, enfin, après ça peut partir loin comme ça, mais il s'était demandé si justement ses pensées étaient vraies ou fausses. Et dans ce cas-là, il s'est dit, attends, que je me souvienne, je crois qu'il disait qu'il y avait 3 types d'idées. Il y a celles qui viennent de ce que tu imagines, donc ce qui n'est pas vrai, c'était les idées factices. Ensuite, il y avait les idées qui viennent des autres ou du monde extérieur, tu sais, ce que tu touches, ce que tu vois, ce que tu vis. Et ensuite, il y a les troisièmes, c'est les idées qui sont complètement innées, qui sont là toujours, qui sont toujours là, quoi, comme 2 et 2 font 4. Ouais. Ça changera jamais. Et du coup, ben, il a essayé de désamorcer en quelque sorte son hypothèse du malin génie, en essayant de prouver une existence d'un être suprême, enfin de Dieu, quoi. Et donc, du coup, il avait dit qu'il avait besoin de prouver l'existence de Dieu pour désamorcer ce qu'il avait apporté avec le malin génie. Et du coup, il disait que c'est la première de toutes les idées. Et en fait, pour prouver ça, il disait, si l'être parfait n'existe pas, ce serait pas l'être parfait. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais du coup, en fait, dans son idée de la perfection, quelque chose qui est parfait, ça veut dire qui est parachevé, si tu veux, qui est complètement terminé. Donc ça induit la temporalité, hein, le fait qu'il soit terminé, mais en même temps, il n'est pas vraiment dans la temporalité, étant donné qu'il est déjà terminé, il n'attend pas un achèvement. Et du coup, il est omniscient, il peut tout faire, un être absolu devrait être moralement bon, et devrait être un être existant. Sauf que s'il n'est pas existant, ça veut dire qu'il n'est pas l'être parfait. Et du coup, Kant, d'ailleurs, je crois qu'il était, il était pas du tout d'accord avec Descartes, et il disait que si jamais tu imagines un paquet d'argent, par exemple, c'est pas pour ça que tu les auras. Donc il critiquait un peu la métaphysique, il disait c'est pas parce que tu as un concept que ce concept existe. Sauf que Descartes disait que Dieu n'était pas n'importe quel concept, parce que c'est le concept dont l'essence, si tu veux, englobe nécessairement l'existence, contrairement aux autres concepts. Par exemple, quand tu imagines un lapin, c'est un concept, mais ce lapin, un lapin, ça peut être vivant, ça peut aussi ne pas l'être, tu vois. Une chaise, bon, on est d'accord que ça ne l'est pas, mais donc, il dit que l'idée d'un Dieu, il doit forcément englober l'idée d'existence. Et donc, c'est pour ça qu'il disait ça. Moi, surtout dans la métaphysique, je connais les Descartes, Kant et puis Hegel, parce qu'ils ont fait des gros bouleversements, eux. Et ouais, ben Kant, lui, il a complètement démonté ce que disait Descartes à propos de ça. Et du coup, lui, il disait... en fait, il se demandait pourquoi la métaphysique ne progresse pas alors que la science progresse. Et là-dessus, je crois que j'ai dû en parler un peu de ça aussi. C'était... il disait qu'on se concentre souvent sur le sujet connaissant. Enfin, en fait, on se concentre jamais sur le sujet connaissant, mais toujours sur l'objet connu. En gros, quand il dit l'objet connu, ça veut dire que c'est le sujet dont on parle, en fait. Attends, je m'en mêle un peu. Quand on dit le sujet connaissant, c'est comme en science, quand on va s'intéresser à la chose directement et à voir ce qu'elle peut nous montrer. Alors que quand on s'intéresse à l'objet connu, si tu veux, c'est un peu plus l'idée, c'est un peu plus ce qu'on sait déjà. Et du coup, généralement, les questions de métaphysique, c'est un peu est-ce que l'âme est mortelle ou immortelle, ou des trucs comme ça. Pareil, enfin, voilà. Ouais. Bah Par déjà, exemple, les épicuriens, je sais qu'ils pensaient que... déjà en parlant d'âme, il faudrait savoir si elle existe, mais bon, après, ça c'est une autre question. Tu me disais quoi par rapport à Dieu? Non, je disais l'âme en elle-même, il faudrait déjà savoir si c'est quelque chose d'existant Ah oui, puis il y a ou aussi pas. le Mais... grand débat de l'âme, là. Pff, oui, mais bon, c'est un autre sujet, et puis de toute D'accord. façon, ça fait partie des choses pour lesquelles c'est des concepts avant tout, et qu'il n'y a pas de... Enfin voilà quoi. Mais
si je te parlais de Kant, c'était parce qu'il a aussi montré que la métaphysique avait des failles. Et donc la métaphysique cherche à raisonner dans l'absolu en fait. Elle cherche par un raisonnement logique à, à prouver quelque chose absolument, tu vois. Sauf que justement avec l'idée de concept dont je te parlais tout à l'heure, que Kant essaye de dire que... Enfin, il démonte un peu tout ça. Et puis d'ailleurs, pour montrer aussi ça, il essaye de démonter tous les arguments de Descartes un par un, même tous par rapport à l'épreuve de l'existence de Dieu. Donc, je crois que par rapport à Descartes, il disait que Descartes fait de l'existence un attribut, si tu veux. Tu vois, la chemise est blanche, le blanc c'est l'attribut de la chemise, et ben Descartes disait que l'être suprême est vivant. Comme si le fait d'être vivant et d'exister, c'était un attribut. Sauf qu'en réalité, pour Kant, le fait de vivre, c'est pas un attribut, mais une manière d'être, tu vois, un mode d'être. Il disait, je crois qu'il y avait 3 modalités d'être. C'était déjà le jugement de ce qui est déjà. Enfin, tu vois, les choses, tu dis qu'elles sont ou qu'elles sont pas pour celles qui sont déjà là. Ce qui est nécessaire, dans les modes d'être, hein, comme 2 et 2 font 4, comme on dit depuis tout à l'heure. Et puis aussi ce qui est possible, donc ce qu'on ne connaît pas encore. Mais du coup, l'existence, c'est pas quelque chose qui relève de la preuve, mais de ce que tu éprouves, de ce que tu vis. Par exemple, tu vois, on va dire encore, tu vois un lapin, et tu vas pas prouver qu'il vit, tu le vois juste. Enfin, tu vois, tu peux prouver qu'il y a des choses à l'intérieur pour comment le vivant marche, etc. Mais le fait qu'il vit, tu le vois. Tu ne peux pas prouver mathématiquement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait. Et puis après là, je vais pas partir trop là-dessus parce que sinon on va partir longtemps. Mais est-ce que justement en revenant juste sur le lapin, est-ce que du coup tu me dis on le voit, il est là, mais on peut pas prouver qu'il vit. C'est-à-dire que si le lapin est devant nous, qu'il se meut, qu'il respire, qu'il mange, qu'il fait popo, ou des trucs comme ça, donc du coup c'est des fonctions organiques qui quelque part montrent la preuve du fait qu'il est en vie. Tu ne peux pas dire qu'il est vivant. La preuve elle vient du fait que tu vois, que tu ressens avec tes sens. C'est pas quelque chose que tu vas montrer physiquement, si tu vois. Enfin, c'est pas la vie, c'est quelque chose qui se voit, qui se ressent, et pas qui se prouve comme tu prouverais une thèse mathématique ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est pas un attribut, mais enfin, tu vois, parce que Descartes essaye de prouver l'existence de Dieu, il essaye de prouver le fait qu'il existe, etc., par la pensée et par des raisonnements dont je t'ai parlé juste avant. Tu vois, il essaye de prouver ça en disant « je pense donc je suis parce que je doute, donc je sais que je doute, etc. et donc je pense ». Quand il dit que quand tu vis, tu le ressens, en fait c'est quelque chose que tu vis justement. Oui, mais justement, toi tu vis ta propre vie, tu ressens ta propre vie, mais du coup tu vois aussi nettement celle d'autres êtres vivants que tu côtoies. Enfin, et donc du coup c'est pas genre tu vas apporter une preuve absolue par l'expérimentation que cette chose devant toi est en vie, mais quelque part du simple fait de le voir, finalement tu l'expérimentes comme ouais, mais tu l'expérimentes quand même par tes sens, donc c'est une forme d'expérimentation quoi qu'il en soit. Mais c'est pas une preuve intellectuelle, si tu vois ce que je veux dire. Tu le vois, tu le sens, tu le sais. T'as pas besoin d'y réfléchir et d'essayer de trouver, comme Descartes le fait, mais je parle d'une preuve, pas une preuve, une preuve métaphysique, avec un raisonnement tel que celui de Descartes. Et c'est ça que Kant contredit en fait. Ouais. La métaphysique
Ouais, mais du coup, ton cerveau réagit à ça. Donc, quelque part, il y a une forme de réflexion qui se crée, même si la réflexion, elle dure une nanoseconde. C'est une forme de réflexion qui n'est pas de notre fait conscient directement. C'est-à-dire que c'est pas nous qui choisissons de réfléchir au fait de est-ce que ce lapin est vivant ou non. Mais le Ok. cerveau, il réfléchit quand même quelque part. Même très rapidement. Et Il c'est pour ça réfléchit. qu'on... Après, là, c'est ce que Descartes dirait justement avec la question des sens, etc. Et de est-ce que tu peux faire confiance à tes sens, etc. C'est avec quoi Kant n'est pas d'accord. Mais du coup, en gros, t'as vu à peu près ce que c'était la métaphysique et pourquoi on peut pas dire que c'est vraiment des preuves absolues parce que ça reste quelque chose de subjectif et à partir de ce moment-là, ça peut pas être enfin, avec la manière de voir, etc. Donc ça peut pas être quelque chose d'absolu, une vérité complètement, enfin complètement objective, etc. Ok. J'arrête pas de dire, etc. Non, mais il y a pas de problème. Écoute, ça fait quand même déjà 40 presque 46 minutes qu'on discute. Je pense qu'on a peut-être fait plus ou moins le tour de la question et c'était franchement intéressant, c'était enrichissant parce que je me rends Ouais. compte que j'ai absolument pas la même culture que toi. C'est vrai que j'ai pas autant j'ai pas autant pris le temps pour revenir au temps de réfléchir à tout ça et d'étudier justement ces mecs là, tous ces mecs Kant et tout ça, même si je les connais plus ou moins et qu'on sait à peu près sur quoi ils ont réfléchi et tout, mais j'ai pas sacrifié mon temps encore une fois pour aller lire en profondeur ce qu'ils ont fait. Donc du coup c'est cool que tu sois plus au fait que moi là-dessus. Ouais, c'est clairement enrichissant. Je pense que j'irai faire un petit tour pour réfléchir un peu plus à la question, voir un petit peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont Ouais. dit. Et si jamais tu veux apporter une petite conclusion à cette conversation, je te laisse libre cours. Vas-y. Ben, la conclusion par rapport à la question de la preuve, on l'a déjà dit un peu tout à l'heure, en tout cas pour ma part, de ce que je pensais, à propos de l'absolu qui est une réalité qui est plutôt visée, mais jamais, pour moi, jamais vraiment atteinte enfin, une preuve peut jamais vraiment l'atteindre. Et sinon, ben, pour la question des mathématiques aussi, qui résonnent dans l'absolu, je sais plus exactement ce que j'avais dit à propos de ça, mais je sais que j'avais réfléchi à la question. En tout cas, le truc, c'est que on- tu vois, les mathématiques, ça sert un peu de support à d'autres sciences et ça ne prouve pas quelque chose dans la réalité aussi. On en avait déjà aussi beaucoup parlé tout à l'heure, donc après, en conclusion, voilà, je sais pas tellement par quoi on pourrait conclure. Bah que Je sais pas, t'aurais envie de... non, je sais pas, que j'ai l'impression que de toute façon en science, mais pour ceux qui baignent dedans, c'est logique de se dire que la preuve avec un grand L majuscule, c'est pas c'est clairement pas quelque chose qui est à rechercher, ni la vérité et ni l'absolue vérité. On cherche à se rapprocher au plus près de ce qui a été ou de ce qui est. Et, euh, et franchement, rien de plus au final, quoi. Même si. Mais justement, je pense qu'il faut faut rechercher la vérité et l'absolu, mais ne juste avoir conscience qu'on ne peut pas la posséder totalement, d'autant plus que le réel est quelque chose en mouvement. Oui, et puis après, le réel, c'est quelque chose de relatif, parce que ce qui nous paraît réel à nous ne sera pas la même réalité pour une autre forme de vie, qui ne Ouais, sera pas la même réalité pour... c'est ça qui Enfin, je veux est, dire, même au ouais, niveau... c'est ça qui est drôle au- aussi, c'est au- à la fois subjectif et objectif. ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on baigne tous dans le même monde, quelque part, enfin, on est tous sur cette même planète, on vit tous dessus, mais on vit tous... le temps, la réalité ou plein d'autres phénomènes, plein d'autres notions de façon différente
Et je dirais que ne serait-ce que rien que par la vision, pour les êtres vivants qui sont doués de la vision, comme nous on la connaît en tout cas, à la façon dont vont être constitués les yeux, ou les organes sensoriels qui s'en rapprochent, les choses qui vont être vues de façon tout à fait différente, et la réalité paraîtra différente. Je veux dire, nous, on est capable de voir certaines couleurs, on a un niveau de vision qui nous permet ça, et on sait pertinemment que d'autres animaux, par exemple, on va avoir une étendue plus importante au niveau de la perception des couleurs, et vont voir des ultraviolets, tout ce truc-là et tout. C'est comme quand on dit tu peux pas savoir ce que je vis, quelqu'un pourrait très bien répondre qu'est-ce que t'en sais, ou à l'inverse même l'autre pourrait très bien avoir raison. On peut pas savoir, on voit toujours les choses d'un perspective. Ouais, bah en tout cas c'était super intéressant. Ah, on t'entend beaucoup moins bien là. Ah bon? Ouais. Là tu m'entends? Ouais, ça va, ça va. Ok. Bah, en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant, merci beaucoup. Bah merci à toi, hein, parce que c'est quand même toi qui en a dit le plus, donc du coup c'est non, c'est vraiment cool que t'aies pris de ton temps pour faire ça. C'est vraiment sympa de ta part. Ok, bon bah peut-être à une prochaine fois, je sais pas. Ouais, ben quand tu veux. Écoute, et si par exemple demain on fait un jeu sur le serveur, si tu veux passer une tête et essayer de jouer avec nous, y a pas de souci quoi. Ouais, bah je verrai. Sinon, faudra qu'on en rediscute en privé aussi si jamais on veut refaire un truc comme ça. Ouais, ça marche. Après là, en cette fin d'année, j'arrive vers le bac blanc de français, puis le vrai bac et tout, donc je risque d'être pas mal chargé par là, mais ensuite quand les vacances vont arriver, je pense que j'aurai un peu plus de temps. Ouais, bah écoute, pas de souci. Écoute, si tu veux aborder d'autres sujets et tout, on essaiera d'organiser ça un petit peu mieux et voir si, surtout à l'été, je pense que les gens seront un peu plus disponibles, donc il y aura peut-être un peu plus de monde pour écouter. Ouais, ok. Bon, bah à plus. Bah écoute, ouais, à plus, ciao. Salut. Salut.